Bonjour à tous, nous examinerons aujourd'hui la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et la protection des enfants. Pour cela, nous examinerons deux aspects. L'un concerne les risques auxquels les enfants pourraient être confrontés lorsqu'ils accèdent ou utilisent la protection de l'enfance ou d'autres services. Et l'autre, c'est notre devoir de protéger les enfants. Réfléchissons donc aux risques qu'encourent les enfants. Quels sont les risques auxquels les enfants pourraient être confrontés lorsqu'ils se présentent à vos services ou à d'autres services fournis, par exemple par des ONG? Vous avez peut-être entendu quelque chose, vous l'avez peut-être vu ou vous avez peut-être lu des articles à ce sujet. Malheureusement, un exemple très typique est l'exploitation sexuelle. Par exemple, un travailleur humanitaire demande à un enfant d'échanger des rapports sexuels contre de l'argent, de l'aide ou contre quelque chose de différent, comme un paquet de biscuits. Malheureusement, cela se produit partout, presque dans tous les contextes. Et c'est un problème énorme. Énorme. Même s'il n'y a pas de relation sexuelle, par exemple, il est également possible que le travailleur humanitaire demande à un enfant de voir de la pornographie. Cela arrive aussi. C'est aussi un risque et un fait que nous avons malheureusement pu constater dans de nombreux pays. Mais outre l'exploitation et les abus sexuels, il existe d'autres risques auxquels les enfants peuvent être confrontés. Par exemple, surtout dans les pays où les sanctions disciplinaires violentes sont répandues, c'est très possible. Je veux dire, j'ai vu aussi qu'il y a des enfants qui se rendent dans les espaces pour enfants ou les espaces où les enfants peuvent s'amuser et sont battus par nos animateurs ou travailleurs de la protection de l'enfance qui sont censés les protéger selon leur conception de la discipline. C'est très courant et aussi les enfants pourraient ne pas assister à l'école à cause des événements et consultations que nous organisons. C'est aussi un problème pour les enfants car ils ont droit à l'éducation et nous défendons leurs droits. Nous travaillons pour eux, mais nous les privons en quelque sorte de l'éducation. En outre, un problème très courant concerne les photos. Nous prenons beaucoup de photos, n'est-ce pas? Mais en principe, nous avons vraiment besoin d'obtenir l'approbation des enfants et de leurs tuteurs lorsque nous prenons des photos ou lorsque nous utilisons des photos pour autre chose. Mais encore une fois, nous regarderons le pouvoir plus tard, il y a un déséquilibre dans le rapport des forces. Ainsi, les enfants et les adultes pourraient simplement dire oui, ne sachant pas qu'ils pourraient réellement dire non. Ensuite, nous avons également vu de nombreuses études disponibles de nos jours qui montrent comment les photos sur Internet peuvent mettre les enfants en danger. Nous devons donc être encore plus prudents sur la manière dont nous utilisons les photos. Et c'est vraiment un type de risque auquel nous sommes confrontés. Aussi, des informations, en particulier vous recevez beaucoup d'informations confidentielles des enfants et ils vous font confiance. Et même si ce n'est pas votre intention, des informations peuvent parfois être divulguées par erreur. Cela nuit vraiment à la confiance entre nos enfants et nous-mêmes. Même plus important encore, cela pourrait causer un tort vraiment énorme aux enfants. Imaginez qu'un enfant, par exemple, vous dise que son père abuse sexuellement de sa fille. Si cette information parvenait à ses parents ou à quelqu'un d'autre, vous pourriez mettre cet enfant en danger. Donc les informations et surtout la confidentialité des informations est extrêmement importante, mais elle peut être facilement brisée si nous ne sommes pas vigilants. Voici donc quelques exemples très typiques auxquels nous sommes confrontés, mais il y a malheureusement beaucoup plus de risques si nous ne faisons pas attention. La protection contre l'exploitation et les abus sexuels se concentre sur l'exploitation et les abus sexuels contre les enfants et les adultes.
La protection des enfants est un problème bien plus important. Donc les photos, les informations, les rapports violents de nature sexuelle. Nous venons de parler des risques. La protection des enfants couvre tous les autres aspects, y compris l'exploitation sexuelle et les abus sexuels. Donc, je veux dire, il n'est pas important que vous vous souveniez des différences, mais nous devons nous rappeler qu'il existe des risques auxquels les enfants pourraient être confrontés lorsque nous ne sommes pas prudents. Même si nous faisons attention, nous pouvons causer du tort. Nous devons donc toujours être prudents et conscients des risques auxquels les enfants pourraient être confrontés à cause de nous. Alors maintenant, je veux que vous regardiez une vidéo axée sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Elle explique ce qu'est l'exploitation sexuelle, ce qu'est l'abus sexuel et aussi vos obligations en tant que travailleur humanitaire. Ça dure 7 minutes. Pendant que vous regardez la vidéo, réfléchissez s'il vous plaît si vous avez vu quelque chose comme ça chez vous et ce que vous pourriez faire en tant qu'individu ou ce que votre organisation pourrait faire pour protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je voulais donc simplement poser à nouveau nos questions. Que pensez-vous de la vidéo? Avez-vous vu ou entendu quelque chose de ce genre? Que pourriez-vous faire en tant qu'individu et que pourrait faire votre organisation en tant qu'organisation pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, les abus sexuels et d'autres préjudices? Les risques dont nous venons de parler au début. En tant qu'individu, vous vous lancez déjà dans les bonnes choses. Il est donc très important que vous compreniez les risques et que vous soyez conscient des risques auxquels les enfants sont confrontés et aussi de comprendre vos obligations, ce que vous êtes censé faire et ne pas faire pour protéger les enfants contre les préjudices involontaires. Et aussi ce dont nous parlons ici, ce sont des risques génériques et des obligations générales, mais il est également important que vous compreniez la politique de votre organisation sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et la protection des enfants. Si vous n'avez pas signé de code de conduite, demandez à vos organisations de vous en donner un. Et si vous l'avez déjà signé, il est également important que vous vérifiez si vous comprenez son contenu. And if you already signed it, also it's important for you to check the content, if you understand the content of the code of conduct. Quant à l'organisation, elle a l'obligation d'élaborer une politique, tout d'abord, sur la protection contre l'exploitation, les abus sexuels et la protection des enfants, et de s'assurer que tous les membres du personnel et vous, tous comprenez ce qu'est un comportement acceptable ou inacceptable. Et puis, quelles sont les conséquences lorsque vous ne respectez pas les obligations. En outre, il est important pour l'organisation de disposer d'un mécanisme de notification permettant au personnel ou aux bénéficiaires de signaler les problèmes. Enfin, il est important que l'organisation dispose d'un système de soutien aux victimes d'exploitation sexuelle ou d'autres violations contre les enfants. Le code de conduite que je viens de mentionner n'est qu'un document qui stipule le comportement qui est acceptable et inacceptable en tant que membre du personnel ou en tant que personne travaillant avec ces organisations. Cela inclut normalement aussi ce qui se passe si vous enfreignez le code de conduite. C'est donc un document très important que tout le monde devrait avoir et que tout le monde devrait signer, et pas seulement le signer. Il est vraiment important que tout le monde comprenne le contenu du code de conduite. Maintenant, je veux vous poser une question sur les raisons pour lesquelles l'exploitation et les abus sexuels se produisent. Il y a de nombreuses raisons différentes, mais l'une des principales raisons est le déséquilibre dans la position de force entre les bénéficiaires et nous, les travailleurs humanitaires.
De plus, il n'y a pas que les déséquilibres, il y a les abus de pouvoir. Nous utilisons ce pouvoir pour abuser des bénéficiaires, abuser des enfants. Et cela arrive aussi lorsque les travailleurs humanitaires ne respectent pas les droits des enfants, les droits des bénéficiaires. Pensons donc au pouvoir, car le pouvoir est un concept très important pour comprendre pourquoi l'exploitation et les abus sexuels se produisent et aussi les autres risques qui se présentent aux enfants. Encore une fois, il y a de nombreuses raisons différentes. Donc tout ce que vous pensez est juste, mais la principale raison est que nous prenons toutes les décisions liées à l'aide, comme qui reçoit les services, qu'est-ce qu'ils reçoivent en tant que service, ou ils reçoivent les services, etc. Donc, même si je ne prends pas ou vous ne prenez pas les décisions aux yeux des bénéficiaires, vous faites partie de la prise de décision. C'est très important pour eux. Cela nous donne donc un pouvoir vraiment énorme sur les bénéficiaires. Et puis, réfléchissons maintenant. Qu'est-ce qui rend les bénéficiaires impuissants? Encore une fois, il y a beaucoup d'aspects différents pour les rendre impuissants. Ainsi, l'un des exemples est qu'ils ne connaissent pas leur droit de participer réellement à la prise de décision, ou en fait, ce sont eux qui prennent des décisions, mais ils ne reçoivent pas d'informations. Leur vie dépend vraiment des travailleurs humanitaires. Cela les rend vraiment impuissants. Et puis, les enfants surtout deviennent encore plus impuissants. Parce que parmi les bénéficiaires, il y a de grandes différences de pouvoir entre eux et les enfants sont encore plus vulnérables que les adultes parce que les enfants ont encore moins de capacité à comprendre et à participer à la prise de décision. Ils dépendent non seulement de nous, mais aussi d'adultes au sein de leur communauté affectée, ce qui les rend encore plus vulnérables aux abus que les adultes. Mais le pouvoir est-il toujours mauvais? Le pouvoir peut-être-il bon? Pouvez-vous penser à de bons exemples de pouvoir? Le côté positif du pouvoir. Un exemple est ce que nous faisons. Nous ne travaillons pas pour maltraiter les enfants, nous travaillons pour les protéger. Nous voulons utiliser notre pouvoir pour protéger les enfants, non? Le pouvoir peut être donc très positif. Assurez-vous que nous pouvons autonomiser les enfants, par exemple en leur donnant des informations d'une manière qu'ils comprennent et en s'assurant qu'ils participent à la prise de décision. Et ils savent que ce sont eux qui prennent réellement les décisions. Nous rendons service aux enfants et non le contraire. Ce type de changement peut aider les enfants à devenir autonomes. Mais cela nous aide aussi à comprendre ce que le pouvoir qui nous est donné est vraiment de servir les enfants et non pas de les exploiter. Il est donc très important d'utiliser notre pouvoir de la bonne manière et de placer les enfants au centre de tout ce que nous faisons et de penser pour les enfants, si cela est pratique ou si c'est ce qu'ils désirent. Et puis, en s'assurant tout au long du processus, nous recevons des commentaires et continuons à améliorer les choses que nous faisons pour les enfants en fonction de leurs opinions. Donc, vraiment, encore une fois, je ne peux pas insister assez sur le fait que les enfants sont au centre des services et que nous servons les enfants. Et ce sont les choses vraiment importantes à retenir lorsque nous travaillons dans l'aide humanitaire. Maintenant, nous avons regardé la vidéo, nous avons examiné la puissance, nous avons également parlé des risques
Je vais vous faire un quiz pour vérifier si vous avez saisi ce que nous avons dit et considérer également notre parti pris envers les enfants et la protection des enfants dans la PSEA. Donc faisons le quiz maintenant. Je vais lire des déclarations, quelques déclarations, puis je vous donnerai 5 secondes pour répondre. Plus tard, j'expliquerai pourquoi elles sont vraies ou fausses. Alors la première déclaration est: il est interdit aux travailleurs humanitaires d'avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale le permet. Vrai ou faux? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse est vrai. Même si par exemple vos pays vous autorisent à avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 18 ans, vous n'êtes pas autorisé à avoir des relations sexuelles avec eux. Nous sommes tenus de respecter notre code éthique. Il est donc vraiment important de s'en souvenir. Maintenant, notre deuxième déclaration. Vous avez pris des photos d'enfants qui se sont approchés de vous pour vous demander une aide, un conseil ou à qui vous avez rendu un soutien. Pour garder leurs souvenirs, et vous avez téléchargé des photos sur votre Instagram, Facebook ou autre chose. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème, cela ne cause pas de problème aux enfants. Pensez-vous que c'est vrai ou faux? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse est donc faux. Cela pourrait causer un problème aux enfants. Encore une fois, on en parlait au début, il y a des dangers potentiels des photos, notamment sur Internet. Nous ne sommes donc pas vraiment censés prendre des photos des enfants, en particulier du travail que nous faisons. Nous ne pouvons pas prendre des photos d'enfants uniquement pour nos souvenirs personnels ou pour nous amuser, puis les télécharger sur Internet. Nous devons vraiment réfléchir à la manière d'utiliser les photos et si c'est vraiment dans leur intérêt, penser à leur sécurité en premier lieu. La troisième déclaration. Si une femme adulte fait des avances aux travailleurs humanitaires en échange d'argent, c'est sa propre décision et ce n'est pas un problème, ce n'est pas de l'exploitation sexuelle. Est-ce vrai ou faux? 5, 4, 3, 2, 1. La réponse est fausse. C'est de l'exploitation sexuelle. Toute activité sexuelle avec les bénéficiaires en échange d'argent, d'aide ou de toute autre faveur est interdite. En fait, il n'y a pas que les bénéficiaires. Toute activité sexuelle avec qui que ce soit en échange d'argent, en échange d'aide est interdite, même si c'est légal dans certains pays. Donc, encore une fois, c'est très important, comme dans le cas des enfants, même si, par exemple, le service sexuel est légal dans un pays. Ce n'est pas un comportement acceptable pour nous. La déclaration suivante. Votre bailleur de fonds vous a demandé de lui raconter de vraies histoires d'enfants victimes d'abus sexuels. Donc, vous le faites parce que le donateur est très passionné par la question. Le donateur veut rehausser la sensibilisation à ce sujet et ensuite apporter plus de soutien à votre projet. Vous avez donc donné au donateur des photos d'enfants avec lesquels vous travaillez, ainsi que des informations, leurs témoignages. Vous n'avez pas donné de nom, d'adresse ou d'informations permettant d'identifier ces enfants, à l'exception des photos. Donc, comme vous n'avez pas utilisé de nom et d'autres informations identifiables, cela ne posera aucun problème aux enfants et tout va bien. Pensez-vous que c'est vrai ou faux?
5, 4, 3, 2, 1. La réponse est fausse. Même si vous n'avez pas relevé les noms, les adresses, vous avez donné des photos. C'est l'information la plus concrète pour dévoiler l'identité de ces enfants. Nous devons vraiment nous méfier, même si parfois nous avons la meilleure intention. Dans ce genre de situation, nous devons vraiment vérifier si des informations que vous donnez pourraient causer du tort aux enfants. S'il y a la moindre possibilité de causer du tort aux enfants, ne le faites pas. Parce qu'il existe de nombreuses façons de sensibiliser ou d'attirer l'attention sur des problèmes. Leur sécurité, la sécurité des enfants, est la plus importante. Nous sommes ici pour sauver les enfants. Nous ne sommes pas ici pour les exploiter. Il est donc très important que nous ne mettions pas leur sécurité en danger et que nous réfléchissions ensuite vraiment pour chaque action, si cela pourrait causer du tort ou non. Et s'il y a un risque potentiel, ne le faites pas. Alors enfin, la déclaration finale. J'ai entendu une rumeur selon laquelle l'un de mes collègues aurait des rapports sexuels avec une fille qui vient chercher du soutien. Parce que c'est une rumeur, vous ne vous sentez pas à l'aise de la signaler et vous lancez une enquête avant de la signaler. Pensez-vous que c'est la bonne chose à faire ou pas? Cinq, 4, 3, 2, 1. La réponse est fausse. Ce n'est pas la façon de procéder. Ce que vous devez faire, c'est que si vous entendez une rumeur, vous la signalez simplement et dites simplement que c'est une rumeur et que vous n'êtes pas sûr si c'est vrai ou pas. Car nous ne sommes pas formés pour enquêter sur des cas pareils. Vous pourriez vraiment vous mettre en danger, à vous-même et les enfants, la fille et votre collègue en danger en enquêtant sur cela. De plus, si c'est vrai, cela pourrait peut-être vraiment causer plus de tort aux enfants. L'affaire ou les preuves peuvent disparaître et ne peuvent plus faire l'objet d'une enquête. Ou si ce n'est pas vrai, vous pourriez peut-être créer des rumeurs, même si vous n'avez rien dit. En fait, si vous entendez une rumeur, il vous suffit de signaler et de dire que c'est une rumeur et de laisser agir les gens formés pour mener l'enquête. Et si ce n'est qu'une rumeur, il s'avérera que c'était une rumeur. Alors, signalez simplement, n'enquêtez pas. Alors enfin, je voulais juste donner un dernier message avant de terminer. D'abord, je veux dire en tant que travailleur en première ligne, vous pouvez protéger les enfants, et c'est notre intention, mais nous pouvons causer du tort aux enfants sans s'en rendre compte. Nous devons juste être conscients qu'il y a toujours des risques potentiels, même si c'est notre meilleure intention, nous pourrions causer du tort. Pour cela, n'oubliez pas de lire les politiques de votre organisation sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et la protection des enfants, y compris le code de conduite, et veillez à distinguer les comportements acceptables des non acceptables. Soyez conscient de la façon dont vous pouvez signaler un problème ou au cas où vous entendez parler d'un cas d'exploitation ou d'abus sexuels. Enfin, même si votre organisation ne dispose pas de politique de protection contre l'exploitation et les abus sexuels et la protection des enfants, cela ne signifie pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes toujours obligé de suivre ces principes généraux que vous avez effectivement vus dans la vidéo et de protéger les enfants. Donc, j'espère que cela vous a été utile. Et puis, il y a beaucoup de ressources et d'études supplémentaires que vous pouvez faire pour bien protéger les enfants. Merci beaucoup. Au revoir.